Ils sont dans la merde, ils vont jamais s'en sortir. Enfin, ça vous donne une idée du pourcentage d'hétérosexualité dans cette personne. hello tout le monde! Moi c'est Flo. Moi c'est Claire. Et bienvenue sur Illegally Blondes, la chaîne YouTube où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. On parle notamment de politique, de mode ou encore de pop culture. Et aujourd'hui, pour notre troisième vidéo, on va vous présenter des œuvres qui nous ont énormément plu cette année et qui ont aussi un message politique. Et bon, clairement, c'est aussi un prétexte pour vous parler de nos obsessions du moment. Non, pas du tout. En fait, n'en déplaise à certains et certaines, l'art est forcément politique, parce qu'il impacte notre culture et nos inconscients collectifs. Récemment encore, l'autrice Annie Ernaux, qui est prix Nobel de littérature, l'a dit très bien en conférence. En fait, l'art peut soit d'un côté représenter le réel tel qu'il est en maintenant les statu quo, soit questionner ces représentations en nous proposant des ailleurs ou en défiant les représentations actuelles. Donc ça aura toujours un impact sociétal. Et si pour nous, la politique c'est hyper important en soi-même, bah tout le monde n'a pas le temps ou l'envie de s'y intéresser de la même manière. Et justement, on trouve que la culture, ça permet d'entrer dans les sujets sociétaux par un prisme qui peut être drôle, touchant, reposant ou pas du tout, mais bref, il y en a pour tout le monde. Et du coup, on va vous partager une sélection de films, de séries, de magazines, de livres qui remplissent cette mission sans qu'on doive pour autant se farcir 500 essais hyper pointus et hyper compliqués. Puis bon, c'est la pause de Noël, donc c'est vraiment le moment parfait pour se détendre. On va commencer avec une super série animée à l'esthétique et aux personnages extraordinaires, Blue Eye Samurai. Pour vous donner une idée de sa qualité, je l'ai découverte alors que j'étais en rémission d'une opération des dents de sagesse. Donc j'étais complètement défoncée à cause de mes antibiotiques. J'avais presque pas réussi à me nourrir pendant 8 jours puisque je ne pouvais littéralement pas ouvrir la bouche. C'était pas le top niveau et en fait je suis tombée sur cette série et ça m'a redonné un tout petit peu d'étincelle de vitalité dans mon corps qui était en train de dépérir. Certains et certaines l'auront peut-être remarqué, techniquement Blue Eye Samurai s'est sorti en toute fin 2023, mais en fait j'avais beaucoup trop envie de vous en parler et de toute façon c'est notre chaîne YouTube donc on fait ce qu'on veut. Donc cette série c'est l'histoire de Mizu qui grandit au Japon en 1633. Mizu c'est notre héroïne, elle est donc métisse, à moitié japonaise par sa mère et à moitié blanche par son père, sauf qu'en fait à cette époque-là c'est extrêmement mal vu, les blancs sont bannis du territoire, les colons sont bannis du territoire, mais du coup elle est discriminée et violentée depuis son enfance, donc elle est à la recherche des très rares hommes blancs qui habitent dans des endroits assez restreints et spécifiques au Japon pour se venger d'eux. Et en fait ça tombe mal pour eux parce qu'elle a reçu une formation de samouraï, donc elle est particulièrement compétente dans ces questions et c'est l'histoire de tout le voyage qu'elle fait à travers le pays en dissimulant son genre et en se faisant passer pour un homme samouraï et des rencontres qu'elle fait sur ce chemin. Pour moi, Blue Eye Samurai c'est vraiment une réflexion sur la violence en tant que force des dominants mais aussi en tant qu'outil désespéré des dominés. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Est-ce qu'on peut la justifier? Est-ce qu'on peut la doser? Est-ce qu'on est capable de s'arrêter une fois qu'on a pris ce chemin? Vraiment, à titre personnel, j'adore les histoires de vengeance féminine, mais je recommanderais ça à quiconque aimant les bonnes animations, les beaux combats et les personnages très bien écrits. Après, petite précision, petit warning, c'est une série qui est quand même extrêmement sanglante et violente, c'est pas du tout de la violence kitsch, c'est vraiment bien dessiné, ça peut choquer. Je mettrai aussi une précision par rapport aux questions de VSS parce que même si ça n'arrive pas, on a quand même des gros moments de pression pour les personnages féminins de la série, donc ça peut quand même évoquer des souvenirs pas agréables. Donc voilà, je recommande, mais je recommande aussi d'y aller précautionneusement. Le seul défaut qu'on pourrait trouver à cette série, c'est que son histoire est très simple, très classique. Après, moi je préfère une histoire basique mais bien narrée qu'une histoire pleine de plot twists mais on comprend pas grand chose. Et en fait, la grande force qui rattrape ça, c'est que les personnages sont tellement bien écrits, tellement complexes qu'en fait on est hyper investi dans leur histoire et tout ce qui leur arrive nous touche. La série elle reprend ce qu'on appelle des tropes, c'est-à-dire des types de personnages un petit peu basiques, genre le beau gosse très viril mais un petit peu débile, l'acolyte rigolo, la bourgeoise un peu naïve qui veut s'émanciper, la fille qui veut se venger.
le grand méchant, et en fait ça les incarne vraiment très bien. Et d'ailleurs, en parlant de méchant, c'est une série qui a vraiment un excellent antagoniste. Pour moi, c'est un aspect hyper important en général des récits. Et vraiment, celui-ci, c'est un méchant méchant. Il fait super peur. Je sais qu'il y avait une scène où j'étais en train de couiner sur mon canapé et de me dire « Ils sont dans la merde, ils vont jamais s'en sortir !» Enfin, vraiment, il est terrifiant. C'est le colon blanc patriarche, hyper puissant. Mais on a un super point de vue sur sa psychologie, donc on le comprend sans être d'accord avec lui. Donc vraiment, c'est trop bien écrit. Donc ouais, foncez quoi. Trop bien. Alors, ça va être difficile pour moi de vous parler de cet artiste sans partir dans tous les sens et déverser l'ampleur de mon obsession, parce qu'on parle vraiment d'une obsession pour son travail. Mais vous qui nous regardez, vraiment, je vous invite à foncer aller découvrir Ethel Cain. Ethel Cain, c'est un projet musical, mais c'est aussi en quelque sorte l'alter ego de l'autrice, compositrice, interprète Aiden Silas Anedonia. Dans sa musique et à travers son univers esthétique qui est vraiment très particulier, très witchy, magnifique, enfin, on va vous insérer des images parce que vraiment c'est trop beau. Aiden, qui d'ailleurs, je le précise, est une femme trans et Dieu sait qu'on manque d'icônes trans, notamment dans la pop, raconte avec brio le sud des États-Unis, la honte qui accompagne parfois le dogme de la religion catholique, l'inceste, le trauma intergénérationnel, qui est d'ailleurs le thème principal de son album Preacher's Daughter, mais aussi le cannibalisme comme métaphore de la passion amoureuse. Oui, c'est tout un programme, mais vraiment, il faut y aller. Le tout sur fond de gothic rock, folk contemporain avec une touche d'americana. Sa musique est vraiment, il y a un côté très, très éthéré. C'est limite religieux en fait comme son. Enfin, moi clairement, quand j'écoute sa musique, j'ai parfois littéralement l'impression d'être en transe et que je vais me mettre à léviter. J'ai l'impression de vivre une vraie expérience spirituelle. Et d'ailleurs, je l'ai vue il y a quelques mois au Trianon. J'ai eu l'extrême privilège de pouvoir aller la voir. Et j'avais clairement l'impression d'être en plein milieu d'une messe. Enfin, c'était exceptionnel. Je vous conseille d'aller écouter Preacher's Daughter dans l'ordre, en gardant Genius à côté pour vraiment pouvoir lire les paroles et décortiquer tous les sens cachés qu'il y a dans sa musique. C'est un sacré voyage, donc brace yourselves, vous êtes sûrement pas prêts pour l'histoire que raconte cet album, mais allez-y quand même, vraiment. En 2024, elle était en tournée et elle a sorti Punish, qui est le premier single de son album qui va sortir en juin 2025 et qui s'appellera Perverts. On continue avec le premier livre de cette sélection qui s'appelle et Refleurir. C'est le premier roman de l'autrice Kiemis, qui est également poétesse. Elle a notamment écrit le superbe recueil À nos humanités révoltées, que je vous recommande. Une des premières choses qui nous frappe quand on ouvre ce livre, c'est vraiment l'usage de la langue, la précision, mais aussi l'innovation, le lyrisme. Et en fait, c'est pas juste quelque chose d'esthétique, ça nous permet vraiment de nous imprégner des événements et de l'effet qu'ils ont sur l'héroïne, donc ça nous permet juste d'être encore plus à fond dans son histoire. Et justement, l'héroïne de ce roman, ça n'est autre que Andoun, qui est en fait la grand-mère de l'autrice Kiemis. Elle est née dans le village de Nyokon au Cameroun. Ça va être l'histoire de son parcours et de comment elle tente de s'émanciper des pressions systémiques, sociétales, parfois familiales, pour en fait faire son chemin dans la vie, réaliser les choses qui la font rêver et éventuellement arriver en France et comment en fait elle va survivre en France. Ce que j'aime beaucoup avec ce récit, c'est que même si on suit un personnage qui a une détermination absolument impressionnante, ça charrie pas du tout comme certains livres peuvent le faire, oui, girl power, quand on veut on peut, oh regardez la France. C'est juste un livre qui est très réaliste, donc à la fois écrit avec beaucoup de respect et d'amour, donc on ne peut être un peu qu'impressionné par l'héroïne, et en même temps ça va pas cacher les difficultés systémiques qu'elle peut rencontrer. Vraiment tout ce soin qui est amené à l'écriture, ça fait qu'on rentre vraiment à fond dans ses ressentis, et moi je sais qu'il y a un moment, c'est le seul livre qui m'a fait pleurer de rage à un moment parce que j'étais trop en colère à cause d'un passage, mais aussi ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a tendu dans les moments où il y avait des enjeux, enfin bref, j'étais là à sautiller comme ça dans le métro, donc je vous recommande vraiment cette lecture, c'est extraordinaire. Ça donne envie de ouf. Ouais.
Alors, comme toute personne queer parisienne qui se respecte, ce week-end, donc au moment du tournage, on est début décembre, je suis allée au MK2 Beaubourg pour voir Les Reines du Drame et quelle énorme claque. Ce film, c'est un conte complètement loufoque qui raconte une histoire d'amour lesbienne et je sais même pas comment je vais faire pour vous expliquer le pitch de ce film tellement c'est complètement fou, mais je vais tenter de vous lire le pitch. Stevie Shady, youtubeur hyper botoxé, interprété par Bilal Hassani, qui d'ailleurs est exceptionnel dans ce film, raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour, du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipitée par son histoire d'amour avec l'icône punk Billy Colère. Pendant un demi-siècle, pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs. Dire que ce film est camp, c'est clairement un énorme euphémisme. C'est complètement loufoque, c'est hyper jouissif. Et moi, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est que ça fait vraiment du bien d'avoir un conte queer où on a droit à une histoire d'amour lesbienne qui est complètement fucked up, où on se moque en quelque sorte de nous-mêmes, et aussi de voir les années 2000 sous un prisme qui pour une fois est moins blanc et moins straight quoi, clairement. Franchement, essayez d'aller voir ce film sans trop d'attente et juste laissez-vous porter parce que vraiment c'est comme un trip quoi, il faut let it flow. Deuxième livre de cette sélection, et en fait ça me tue parce que je vais dire la même chose que toi, c'est vraiment très difficile à décrire comme expérience de lecture. Pecknold, c'est le deuxième roman de l'autrice Juliette Rousseau, qui a écrit également des essais, mais qui coordonne aussi la collection de poésie aux éditions du Commun. C'est un livre qui mélange roman, essai et poésie, et qui va relater l'expérience de l'autrice qui en fait est retournée s'installer là où elle a grandi, dans la campagne bretonne industrialisée. En dehors de ça, c'est assez difficile de vous donner un pitch, parce que c'est une expérience de lecture qui pour moi a été assez unique. Pour moi, c'était à la fois un moment de suspension dans le temps, mais aussi d'ancrage très profond dans un territoire. Chaque mot, chaque phrase sonne juste, on comprend vraiment au maximum que la littérature peut nous faire comprendre, parce que bien sûr c'est pas du tout pareil que de le vivre, mais on comprend les ressentis de l'autrice, l'industrialisation, la beauté, la violence, la résistance, enfin bref, c'est hyper complexe, mais du coup je vais vous lire un petit extrait. Déjà regardez la couverture, c'est magnifique, hein, les éditions Cambourakis ne se ratent jamais. Chaque saison se prépare, et pour certaines, il faut pratiquement les couver. Ainsi de l'hiver, que l'on passe l'année à préparer par l'organisation du bois de chauffage. Jusqu'au cœur des mois les plus froids, quand la sève redescend et que vient le temps d'abattre de nouveaux arbres. Chaque saison porte en germe la suivante, dans des contradictions parfois lumineuses. Le printemps s'invite, s'espère, au creux de la terre encore froide. À l'opposé de sa probabilité, c'est toujours là qu'il naît. C'est beau. Hein. Bref. Juliette Rousseau, big up. Vous l'aurez peut-être remarqué, ça fait 2 fois que je vous cite des livres qui ont été écrits par des femmes qui sont aussi des poétesses, et c'est pas pour rien, c'est parce que je trouve que quand une poétesse s'attaque à un récit plus long, c'est vraiment un régal, et donc j'en profite pour vous recommander un 3e livre. C'était un piège parce que j'en ai pris que 2 pour pas être trop longue, mais en fait c'était horrible de devoir choisir. Il y a aussi un roman qui s'appelle Mélusine Reloaded, qui est le premier roman de la poétesse Laure Gauthier. C'est à la fois une dystopie, mais aussi une fable fantastique et toute une histoire de programmation politique dans une France complètement détruite. Et vraiment, je vous recommande ça aussi, voilà. Vive les poétesses, elles vont sauver le monde. Grave. De la musique encore, mais cette fois dans un style très différent. J'ai envie de vous parler d'une artiste palestino-canadienne qui s'appelle Nemassis, de son vrai nom Nema Hassan. Même pas tellement pour sa musique, même si elle est évidemment vraiment géniale, mais surtout pour son parcours que je trouve assez extraordinaire et qui, à mon sens, dit beaucoup de choses sur l'industrie de la musique. Si vous êtes sur TikTok ou que tout simplement vous suivez l'actualité internationale, vous avez très certainement déjà entendu sa reprise de Tim, la chanson de Lorde, rendant hommage à la Palestine. Palestine où d'ailleurs, on tient tout de même à rappeler qu'un génocide est actuellement en cours commis par Israël. We live
cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of the palace within our dreams. And you know we're on each other's teams. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. En 2023, alors qu'elle prépare la sortie de son album Verbatim avec son label, un événement va venir complètement bousculer la carrière de la chanteuse. En effet, suite aux événements du 7 octobre 2023, son label va tout simplement la lâcher, ne voulant pas être associée à une artiste palestinienne. Pourtant, Neema n'a absolument pas lâché et Dieu merci. Malgré ses 1,2 million d'abonnés sur TikTok et ses plus de 400 000 abonnés sur Instagram et en plus le fait qu'elle avait déjà de l'expérience dans l'industrie musicale, Neema a dû littéralement terminer son album et faire toute sa promo en indé et, étant donné qu'elle avait été complètement lâchée par l'industrie musicale en fait. Elle a sorti son album donc Verbatim cette année en 2024 en septembre et c'est vraiment une magnifique pépite. C'est une fusion d'indie pop, parfois un peu d'électro et aussi de R&B. Tout ce qu'on aime. Avec une touche de sonorité expérimentale. Ça parle d'identité, de vulnérabilité, c'est vraiment très très sensible comme album, c'est vraiment très très beau. Personnellement, j'ai été convaincue dès la sortie du single Stick of Gum, dont le clip a d'ailleurs été tourné en Palestine, et je vous invite vraiment à aller à la fois regarder le clip, à aller la suivre sur les réseaux, à lui donner de la force et à aller écouter son album. On continue avec un documentaire, mais vous allez voir, il est assez atypique. C'est Dahomey, le second film de la géniale réalisatrice Mati Diop. Son sujet est hyper important parce qu'il suit 26 œuvres qui sont restituées par la France au Bénin, parce qu'on le rappelle, la France a quand même pillé 7000 œuvres d'art pendant la colonisation de ce territoire, ce qui est un grand classique d'ailleurs des puissances coloniales. British Museum wants your help to find a bunch of stolen items. What do you mean? They're in the museum? Et donc, le documentaire porte sur toutes les discussions des personnes au Bénin sur comment est-ce qu'on récupère ces œuvres, comment est-ce qu'on les expose au public, qu'est-ce que ça veut dire de la culture et de son pillage, comment est-ce qu'on en parle aux jeunes générations, en fait, comment est-ce qu'on réintègre des œuvres dans un territoire qui a évidemment été complètement bouleversé depuis le moment où elles en ont été enlevées. Et à cet aspect documentaire qui est déjà hyper intéressant, Mati Diop a ajouté un élément un peu fantastique qui est que les œuvres d'art ont leur propre voix. Le fun fact, c'est que cette idée provient du fait que quand Mati Diop a entendu Emmanuel Macron dire qu'il voulait restituer des œuvres au Bénin, elle a cru, plutôt à juste titre, que c'était une opération de communication et que ça n'allait jamais arriver. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, le gouvernement a un peu tenu sa promesse et les œuvres ont vraiment été restituées. Mais au départ, elle voulait vraiment faire un film de fiction sur une restitution, donc au final, elle a gardé l'aspect documentaire, mais l'aspect un petit peu fantastique et fictionnel pour faire ce très beau mélange. Cette espèce d'hybridité, c'est absolument typique de l'œuvre de Mati Diop. Ça se retrouve fortement dans son premier film, qui est, je pense, dans le top 10 de tous les films que j'ai vus de toute ma vie, qui s'appelle Atlantique. Atlantique, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes femmes et de jeunes hommes dans la banlieue de Thiaroye à Dakar au Sénégal. Est-ce que le monde, avec ses dynamiques systémiques et oppressives, va leur faire et comment ces jeunes protagonistes vont essayer, avec plus ou moins de succès, de s'en sortir. C'est un film qui est très durement réaliste, que je vous recommande aussi, puisque j'adore faire des doubles recommandations en fait, mais c'est aussi un film qui a des éléments fantastiques, donc voilà, c'est un combo de toutes les meilleures choses possibles et imaginables, et vraiment toute l'œuvre de cette réalisatrice est super importante.
Vraiment, merci à cette vidéo de nous permettre de parler des choses qu'on aime comme ça, c'est super. Et d'ailleurs, moi, s'il y a une chose que j'aime, c'est la presse indépendante, surtout quand elle est féministe et quand elle est queer. Censored, c'est une revue hybride entre l'objet d'art et la culture fanzine. Et ça a été fondé par 2 sœurs dont j'adore le cerveau, Clémentine et Apolline Labrosse. Censored traite de sujets donc justement queer et féminisme par le prisme de l'art et de la culture et défend une indépendance éditoriale mais aussi une forme d'expérimentation avec le design. Et ce qui est insane avec Censored, c'est que chaque numéro est complètement différent et sublime. Ce qui est à mon sens extrêmement intéressant aussi avec Censored, c'est vraiment le jusqu'au boutisme des sœurs Labrosse, parce qu'en fait, à chaque fois qu'un numéro sort, il est accompagné d'un objet qui a été designé en lien avec le thème du magazine par un ou une artiste. Et en plus, elles ne se sont pas contentées de créer un magazine et de clamer une forme d'indépendance éditoriale. Elles sont allées jusqu'à créer leur propre maison d'édition indépendante et associative. Tout ça toujours dans une logique de défendre nos imaginaires. J'ai adoré leur dernier numéro, Holy Night, qui explore vraiment le thème du spirituel féministe et queer à la manière d'une veillée nocturne. Au fil des pages, il y a des artistes qui questionnent, qui honorent et célèbrent la mémoire des êtres et des luttes qui, je cite, nourrissent nos espoirs de monde plus désirable. Elles sont allées jusqu'à sortir des magnifiques bougies pour accompagner la sortie du magazine, et il y en a une dont j'ai vraiment excessivement besoin qui dit « Burn the muse, be the art ». Tout est dit. Alors, c'est pas nécessairement le plus intuitif à montrer en vidéo, mais je voulais absolument vous parler d'un tableau et plus particulièrement de l'œuvre d'une peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophie d'Herbecourt. Donc déjà, avant de parler d'elle en général, regardez ce tableau s'il vous plaît. Cette lumière, les détails, le mariage des couleurs, l'atmosphère qui à la fois charrie plein d'idées sans pour autant trop les expliciter. Ah, c'est trop bien! Et donc, cette toile s'appelle You Must Be All Things. Et je vous le dis tout de suite, moi j'y connais absolument rien en peinture, c'est pas du tout un art que j'ai l'habitude d'explorer ou d'analyser, mais ça tombe bien parce qu'on n'est pas du tout obligé d'être expert ou experte d'une discipline, surtout artistique, pour s'y intéresser et avoir des opinions, des avis, etc. Mais donc, le travail de Sophie d'Herbecourt, je trouve que ça charrie extrêmement bien à la fois une sorte de gravité, mais aussi la beauté qu'on peut trouver dans nos vies. C'est une artiste que j'ai découverte alors que je venais de traverser un événement assez sombre, et j'ai eu la chance, avec toi d'ailleurs, d'être invitée à un de ses vernissages. Et vraiment, c'était un moment où tout était tout noir dans ma tête. Et en fait, je me suis retrouvée face à une de ses œuvres qu'on va vous afficher, et j'ai eu un moment presque... pas d'interrupteur qui switch, mais vraiment de comme quand il y a le soleil qui arrive après une longue nuit, quoi. Vraiment l'aurore, et je me suis dit waouh, enfin c'était vraiment beau, et ça portait beaucoup d'espoir, donc j'ai une petite larmichette qui a coulé, et depuis je suis hyper attachée à son œuvre. Donc je suis attachée à toute son œuvre, mais vraiment ce tableau spécifique là m'a fait bondir quand elle l'a posté, parce que vraiment je trouve que c'est un niveau de technique et de poésie qui est vraiment incroyable. Et généralement, au-delà de tout l'onirisme qu'elle porte, je trouve que ses œuvres réfléchissent vraiment aux questions de santé mentale, mais aussi de sororité, d'adelphité. On sent qu'il y a un amour très profond entre les modèles qu'elle représente. Et je pense que c'est pour ça que ça résonne beaucoup chez pas mal de monde. C'est qu'à la fois, ça fait la part belle à toute l'obscurité, mais aussi toute la légèreté qu'on essaye d'attraper et de capter, même si elle est, comme le montrent les tableaux de Sophie, relativement éphémère. Ouais, moi je rêve de m'acheter un tableau de Sophie d'Herbecourt, c'est sublime. Abonnez-vous et likez la vidéo pour qu'on gagne plein d'argent. Encore une reco pas du tout hétéro, ça vous donne une idée du pourcentage d'hétérosexualité dans cette personne. Mais je vais vous parler maintenant d'une série qui a vraiment changé la trajectoire de ma vie.
littéralement. Il s'agit de Split, une série réalisée par Iris Bray, qui est par ailleurs l'autrice d'un livre génial qui s'appelle Le regard féminin. Et cette série a par ailleurs donné naissance à un documentaire qui s'appelle Sex is Comedy et qui suit en fait la coordinatrice d'intimité belge Paloma Martens sur le tournage. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, moi, en 2024, j'ai fait une formation en coordination d'intimité avec une super prof qui s'appelle Izzy et qui a créé la super Red Chicks Academy. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que la coordination d'intimité, c'est un nouveau métier qui existe depuis plusieurs années aux États-Unis et qui commence seulement à arriver en France. C'est un métier qui consiste à chorégraphier des scènes d'intimité surtout pour le cinéma et pour le théâtre. Et de manière plus générale, la mission de la coordinatrice d'intimité ou du coordinateur d'intimité, même s'il y en a moins, ça va vraiment être de faire des check-up avec les acteurs et les actrices pour un peu délimiter qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer à la caméra ou pas, quels sont leurs potentiels triggers, etc. Tout ça dans l'objectif de vraiment coordonner l'intimité sur des tournages pour faire en sorte que le consentement de tout le monde soit respecté sans pour autant dénaturer vraiment la patte artistique du réalisateur ou de la réalisatrice. Et donc oui, ça fait partie de ces nouveaux métiers qui ont émergé et heureusement suite à MeToo. Et Dieu sait qu'on en a vraiment besoin. Et je vous laisserai d'ailleurs un article du Vogue France qui a été écrit par Marthe Mabi et dans lequel je suis intervenue et où je raconte vraiment, je parle notamment de ce que c'est que la coordination d'intimité. Et justement, Split, c'est vraiment la série qui m'a donné envie de me former à la coordination d'intimité. Ça raconte une histoire d'amour lesbienne entre une actrice et sa cascadeuse. Et la série est vraiment montée en split screen, d'où le nom de la série. Je tiens aussi à souligner que la bande-son a été faite par Rebecca Warrior, qu'on adore. Il y a énormément de scènes d'intimité dans cette série et elles sont vraiment d'une beauté, d'une prouesse technique absolument géniale. Énorme respect à Paloma Martens, donc la coordinatrice d'intimité du tournage. Ça a vraiment été réalisé et chorégraphié avec brio et il y a vraiment mention spéciale pour une scène de squirt qu'il y a dans la série et il me semble que il n'y a jamais vraiment eu de scène de squirt dans le cinéma entre gros guillemets mainstream, donc en dehors du porno. Et on voit dans le documentaire Sex is Comedy comment est-ce que cette scène a été réalisée. C'est vraiment génial et super intéressant. Le souci du détail est absolument hallucinant et on voit aussi beaucoup comment ces scènes d'intimité ont été réalisées aussi en post-production, enfin c'est super. Bref, je vous invite à foncer sur France TV/ pour aller regarder tout ça et vraiment regarder à la fois la série et le documentaire, s'il vous plaît. Et ben c'est tout pour nous, on espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire, de regarder, d'écouter ces œuvres et de soutenir les incroyables artistes qui sont derrière. Évidemment, c'est une sélection de 10 œuvres, donc on a dû beaucoup se retenir. Vous avez peut-être un top 10 qui est totalement différent. Oui, vraiment, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu, lu, écouté les œuvres dont on a parlé et à nous dire ce que vous en avez pensé. Ou à nous donner votre liste à vous. On adore échanger avec vous dans les commentaires. D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur la première et la deuxième vidéo. Ça nous touche beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous donne vraiment envie de continuer. Bye.